Nous arrivons à la partie 3 de la vidéo spécificité de la douleur drépanocytaire. Le psychotraumatisme est aussi une pathologie de la mémoire. Lorsqu'un événement est traumatique, il n'est pas enregistré comme un souvenir normal. Il est stocké sous forme de mémoire post-traumatique, fragmentée, désorganisée. J'ai entendu comparer cette mémoire à un puzzle sur laquelle on aurait violemment donné un coup de poing. Les pièces sont éparpillées. Certaines restent très visibles, d'autres ont disparu. La mémoire traumatique est donc partielle, dominée par une forte composante émotionnelle et sensorielle. On observe une hypermnésie de certains éléments du traumatisme qui reviennent sous forme d'intrusion, en particulier les sensations corporelles et les émotions, associées à une amnésie des éléments contextuels. Le souvenir n'est pas clairement situé dans le passé, il est revécu comme s'il se produisait dans le présent. Il s'agit donc bien d'une distorsion involontaire de la mémoire. Le traumatisme fait irruption dans la vie psychique, les intrusions sont figées et se répètent à l'identique. À cela peut s'ajouter la mémoire des expériences précédentes, celles vécues, intégrant la mémoire du comportement, mais aussi les attitudes, les attentes ou les projections des soignants et des proches, celles des expériences racontées, transmises par la famille, les pairs, les réseaux sociaux, qui véhiculent parfois des représentations collectives souvent inconscientes, récits de mort, de peur et de stigmatisation, qui viennent renforcer lorsqu'une période vit un épisode traumatisant. Les sensations, émotions et pensées liées à cet événement peuvent fusionner et cristalliser dans la mémoire. On parle alors de conditionnement ou aussi de fusion cognitive. Je représente le phénomène de conditionnement par l'image des 3 rouages engrainés: les sensations, les émotions et les pensées. Le conditionnement, c'est quand un rouage commence à tourner, souvent à cause d'un déclencheur, il entraîne immédiatement les autres rouages et très vite tout s'emballe. Ce n'est pas réfléchi, c'est mécanique. Ainsi, un simple déclencheur, une image par exemple, l'image de la salle de réanimation, un mot, un jugement, une émotion ou un événement peut réactiver l'ensemble du circuit et le patient revit la crise avec toutes les sensations, les émotions dans son corps, comme si l'événement se reproduisait. Ainsi, on comprend que la douleur drépanocytaire présente des caractéristiques qui la rapprochent du stress post-traumatique dit complexe, tel que défini dans la CIM 11, à savoir une série d'événements de nature extrêmement menaçante ou horrible, survenant à un âge précoce, avec une récurrence répétée sur une longue période, à une fréquence soutenue. À cela peuvent s'ajouter d'autres expériences traumatiques, telles que des vécus traumatiques en lien avec la maladie drépanocytaire, par exemple le décès d'un frère en bas âge, ou des représentations traumatiques de la drépanocytose dans les pays d'origine, qui sont souvent d'impuissance, de mort, de charge et de stigmatisation, sans compter les événements traumatiques parfois liés au parcours migratoire et à la migration. Lorsque le traumatisme touche notre être relationnel, c'est-à-dire nos liens avec les autres et notre identité sociale, ceci contribue au stress post-traumatique complexe. Le cœur, le noyau du stress post-traumatique simple, c'est la mémoire du traumatisme qui garde trace de l'événement et des sensations associées. Dans le stress post-traumatique complexe, 2 couches supplémentaires s'ajoutent et renforcent l'impact: l'invalidation et l'échec de mise en sens. L'invalidation survient lorsque le vécu du patient est minimisé, nié ou ignoré, quand son savoir et son expérience ne sont pas reconnus. L'échec de mise en sens se manifeste par exemple lorsque les silences ou les non-dits familiaux empêchent le patient de parler de ce qu'il vit. L'émotion initiale de peur
typique du traumatisme simple, peut se transformer en émotions plus complexes, telles que la honte ou la culpabilité. L'échec de mise en sens peut aussi se produire lorsque le savoir scientifique ou médical seul est reconnu, au détriment du savoir personnel du patient. Je terminerai par quelques exemples d'invalidation volontairement fréquents et ordinaires. Je les partage pour nous inviter chacun à nous interroger à la lumière de ce que je viens de vous partager. À un patient aux urgences pour douleur. Le bilan biologique est normal, vous n'avez pas de crise, ou vous n'avez pas besoin de morphine, ou ce patient est addict, ou pourquoi viens-tu aux urgences, tu n'aurais pas pu gérer à domicile. Sous-programme transfusionnel pour un patient qui décrit des épisodes de douleur osseuse. Le taux d'hémoglobine S est correct. Vous n'avez pas de crise. Il s'agit de douleurs psychologiques. Avant la pose de voie veineuse périphérique à un patient qui connaît son capital veineux et montre la veine accessible. Une dizaine d'essais infructueux avant que la veine soit utilisée. En équipe, entre nous, en réponse à un patient qui code sa douleur à 9 mais qui a un visage impassible et qui regarde fixement la télé. Il dit qu'il a 9, mais moi, je vois qu'il n'a pas mal. Ou encore face à un patient qui a une forme de drépanocytose SC et qui a des crises très fréquentes et très sévères et qui demande s'il pourrait avoir une greffe. On n'a jamais fait ça. Ce n'est pas normal car vous avez une forme SC. Il faut rechercher une autre cause à vos douleurs. Enfin, à un patient qui demande à faire un typage HLA familial ou à avoir de l'hydroxyurée, car il se décrit de plus en plus fatigué, essoufflé et avec des douleurs chroniques gérées à domicile, vous n'êtes pas assez grave. Vous n'avez pas d'indication, car votre drépanocytose est équilibrée en termes de crise vaso-occlusive et vous n'avez pas d'atteinte d'organes.